C'est étonnant, non? 1, 2, 3, 4. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames. Avec nous pas d'innocents, tout le monde il est coupable. Nous avons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui ici à Vannes Alan Stivell, qui est inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État, d'atteinte au patrimoine national, d'outrage aux langues et d'exhibitionnisme, puisqu'il montre son bignou à tous les passants. La société française, Monsieur Stivell, effectivement, a beaucoup de choses à vous reprocher, et tout cela va être maintenant exprimé également par le représentant de cette société française, son porte-parole, le procureur général de la République des Proches françaises. Française, Français, Belge, Belge, vanitiquaise, vanitiquais. Mon massif central. Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter. Monsieur Superbignou. Mesdames et messieurs les jurés. Public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux, coucou. Debout, camarades Seine-et-Marnaises et camarades Seine-et-Marnais. Quoi? Allons-nous encore longtemps plier les chines sous le joug français? Je dis non. Il est temps, il est grand temps que la Seine-et-Marne retrouve son authenticité spécifique. Ouais. Sa spécificité autonomique. Ouais. Son autonomicité authenticitaire. Et sa Seine-et-Marnicitude, sans laquelle il n'y a pas de Seine-et-Marnicité. Oui. Debout les damnés de la terre, secouez-vous Seine-et-Marnais. Lève-toi, fils de Melun, lève-toi, père de Couilly. Debout, nègre de Meaux. Secouez-vous, secouez-moi, Oranginette. Oranginette. C'est vrai, ça vient de la Seine-et-Marne. Seine-et-Marnaises et Cernay-Marnais, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces Parisiens? Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos betteraves fourragères. Je dis assez, dehors les Français, nous vous bouterons hors d'Ozoir-la-Ferrière. Au dernier recensement, la Seine-et-Marne comptait 820 000 habitants en comptant les femmes et les juifs. Et c'est cette marée humaine de 820 000 opprimés qui se lève aujourd'hui pour exiger du pouvoir central de Paris la reconnaissance icitude de l'identiticité particularitismique du cinémarisnisme et la formation à la Ferté-sous-Jouarre d'un gouvernement spécifiquement cernimarnique. Un gouvernement qui prenne en compte les problèmes intrinsèquement intrinsèques de notre pays, dont nous chasserons, s'il le faut, par la force, l'occupant étranger, et notamment les 3000 Bretons qui vivent à Coulommiers. Parlons-en des Bretons. Alan Stivell est un escroc. Il est aussi breton que je suis socialiste, c'est vous dire. Bretonnienne et bretonien, n'écoutez pas ce barde, c'est un faux. J'ai ici l'acte de naissance de cette immonde gargouille qui mange les crêpes des Français. Cet homme est un atroce bâtard de juifs anglais et de gourdes italiennes. Et quand vous saurez, mesdames et messieurs les jurés, quand vous saurez ce qu'est vraiment un anglais, ce qu'est vraiment une italienne, vous chasserez ce salopard à coups de bignou dans la gueule. Il y a deux sortes d'Italiens.
Les Italiens du Nord qui vivent au Nord et les Italiens du Sud qui meurent au Sud. Les Italiens sont tous des voleurs. Ils n'arrêtent de manger des nouilles que pour voler. Et je sais de quoi je parle. Il m'arrive souvent de voyager à travers l'Italie. Eh bien, je peux en témoigner. On ne m'a jamais rien volé. N'est-ce pas extraordinaire ? Comme les Espagnols, les Italiens ne parlent pas le français. Vous n'allez pas le croire. Et pour se comprendre entre eux, les malheureux sont obligés de parler italien. C'est horrible. La capitale de l'Italie s'appelle Rome, en hommage à Rému et Rémoulade, qui fondèrent la ville à quatre pattes sous une louve, mais enfin, passons. Peu de villes offrent aux touristes autant d'attrait que Rome. Certaines ruines romaines sont tellement belles qu'on dirait le Palais Bourbon. Mais peu de gens de nos jours savent où est née la Renaissance italienne. Eh bien, je suis en mesure de vous le dire ici. La Renaissance italienne est née en Italie. Michel-Ange, le Tintoret, Fra Angelico, Léonard de Vinci, Saint-Raphaël, Saint-Martini, etc. Tous étaient italiens. Plus encore qu'à Rome, c'est à Venise que le visiteur s'esbaudit devant tant de splendeur offerte au regard. Je ne parle pas seulement des filles qui ont des nichons énormes, mais des innombrables palais somptueux qui bordent la lagune vénitienne où la ville s'enfonce désespérément de jour en jour au rythme lent de sa propre décadence et de la nôtre, entraînant aux abysses toute l'intelligence et la beauté du vieux monde. Il faut être con ou footballeur pour pas aimer Venise. En quittant Venise, je me suis dit, Léon, c'est à Venise que tu reviendras à mourir. Oui, depuis le 10 mai, quand je suis tout seul, je m'appelle Léon en hommage à Léon Blum. Donc, Alain Stivell est con par sa mère. Honnissons maintenant son papa, le sinistre anglais Gerald Fitzgerald Kiss My Ass Stivell. L'anglais est appelé ainsi à cause de ses traits anguleux. C'est pourquoi les Anglais sont tous des angulés. Tandis que le français, lui, est un ongulé comme le cochon. Alors que le cochon et le français sont omnivores, l'anglais mange du gigot à la menthe, du bœuf à la menthe, du thé à la menthe, voire de la menthe à la menthe. Non content de faire bouillir les viandes rouges, l'anglais fait cuire les viandes blanches comme Jeanne d'Arc, qui mourut dans la Seine-Maritime et dans les flammes en lançant vers Dieu ce cri d'amour « Mon Dieu, baisse un peu le chauffage ». Les deux caractéristiques de l'anglais sont l'humour et le gazon. Sans humour et sans gazon, l'anglais s'étiole et se fane et devient creux comme un concerto de Schoenberg. Oui, je pense notamment à ces quatuors à cordes dont la tonalité fondée sur la méthode sérielle nous brise les boulettes à Nick-Nick. L'anglais tond son gazon très court, ce qui permet à son humour de voler au ras des pâquerettes. Comment reconnaître l'humour anglais de l'humour français ? Eh bien, l'humour anglais souligne avec amertume et désespoir l'absurdité du monde, alors que l'humour français se moque de ma belle-mère. En dehors des heures d'amour, on peut reconnaître l'anglais à son flegme. Qu'est-ce que le flegme britannique ? Dans Britannicus, 1669, Racine nous montre comment son héros continue imperturbablement de lire l'Osservatore Romano pendant que Néron lui donne des coups de pied dans le flegmon. D'où l'expression le flegmon Britannicus, flegme britannique. Exemple de flegme britannique, quand une bombe de 100 000 mégatomes tombe dans sa tasse de thé, l'anglais reste plongé dans son journal et dit « Oh, ça se couvre ». Deuxième exemple, quand l'anglais entre en érection, il reste dans sa femme et dit « Oh, ça se lève ». Les Anglais ont-ils un chef ? Bien sûr, imbécile. Sinon, ce seraient des bêtes. Le chef des Anglais s'appelle la Dame de Fer. De même que Madame Polystyrène est expansée, Madame de Fer est inflexible. Elle ne bouge pas, elle ne plie pas, elle ne scie pas. Même quand son mari la besogne, la Dame de Fer ne bouge pas. Nous sommes là en présence d'un cas d'inflexibilité tout à fait étonnant qui n'est pas sans rappeler celui de Mirabeau, n'en sortant que par la volonté du peuple ou la force des zigounettes. L'anglais, enfin, est-il une créature de Dieu ? Bien sûr, nous sommes tous des créatures de Dieu. L'agnelet qui va au ruisseau est une créature de Dieu. La hyène et le chacal sont des créatures de Dieu. Même Gaston de Fer est une créature de Dieu. Sauf le yacht qui est des chantiers Beneteau à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée.
Donc, Alan Stivell est coupable. Merci, monsieur le procureur général. Lorsque nous aurons l'autonomie de la Seine-et-Marne, je penserai à vous. Mais... C'est étonnant, non?